Lui, c'est Joe Potter, un jeune homme en détention depuis quelques mois pour homicide. Il se trouvait dans les locaux de la police pour un interrogatoire un peu spécial. En effet, se réfugiant dans un mutisme inébranlable quant aux détails des circonstances tragiques de l'événement, les autorités furent contraintes d'utiliser une technologie permettant de plonger littéralement dans son esprit, le mouchard. Le mouchard, ou en anglais cookie, permet d'extraire la conscience d'un être humain en la dupliquant dans un processeur ultra performant. Cela n'est pas sans rappeler que nous nous situons dans un monde où l'expérience sensorielle est totalement contrôlée par les outils numériques contemporains. La vue, l'ouïe, le toucher, tout ceci est maintenant la propriété de grandes multinationales, pouvant, à la demande, empêcher quelqu'un de manière ciblée de voir, d'entendre ou de toucher un autre individu, voire un groupe de personnes entiers. C'est ce qui est communément appelé le blocage. Dans la pièce d'à côté, entouré de 2 inspecteurs, se trouve Matt, l'homme indispensable au soutirage des aveux de Potter. Matt fut recruté pour ses talents de manipulation psychologique, mais aussi dans le cadre d'un arrangement avec la police, après s'être fait arrêter pour voyeurisme et pour la participation involontaire à un meurtre lors d'une session de coaching en séduction. Assis en face d'un objet en forme d'œuf scintillant d'une petite lumière bleue, Trent était immobile depuis plusieurs heures, s'acharnant à soutirer des informations à Potter depuis un monde numérique, un monde artificiel. Dans une maisonnette plantée dans un pays neigeux, les 2 hommes cohabitent depuis plusieurs années déjà. C'est du moins ce que pense Potter. En effet, le temps et l'espace ici y sont complètement malléables à souhait. Matt, arborant un comportement amical, enjoué mais aussi empathique, commença à se livrer sur ce qui était sa véritable histoire. Mettant peu à peu Potter en confiance, celui-ci finit par avouer le meurtre d'un vieil homme et de sa petite fille. Il connaissait le premier car celui-ci était le père de son ex-fiancée, Bethany. Celle-ci l'avait bloqué sans qu'il ne puisse obtenir d'explication, et surtout après qu'il eut appris qu'elle était enceinte. Pendant 4 ans, Potter fut rongé par l'incompréhension et l'idée de ne jamais connaître son enfant, car Bethany avait également bloqué l'enfant à ses yeux. Jusqu'au jour où celle-ci mourut dans un tragique accident de train. Il partit alors chez son ex-beau-père pour se rendre compte finalement que sa fille n'avait jamais été la sienne, mais le fruit d'une union extra-conjugale entre sa compagne et son meilleur ami. Pris d'un excès de rage, il commit l'irréparable. Le double numérique avait livré en quelques heures ce que la police était incapable d'obtenir en plusieurs mois. Matt avait fait le job. Le deal était conclu. Quant à Potter le vrai, il allait croupir au fond d'une cellule le reste de sa vie. Mais le sort de son double numérique était bien pire. Il devrait revivre la scène traumatisante et pleine de remords pendant l'éternité. Oui, car comme expliqué brièvement un peu avant, le temps et l'espace dans ce petit œuf étaient complètement malléables à souhait. Un policier, avant de partir, régla l'objet pour que 1000 années pour le double numérique s'écoulent en 1 minute seulement dans le monde réel, et ce, pour une durée de 24 heures. Nous portons tous en nous une boussole de justice. Elle n'est pas inscrite dans le marbre des lois, mais tissée dans la fibre la plus profonde de notre humanité. C'est une soif primitive, un besoin viscéral d'équilibre, la conviction que chaque action mauvaise doit appeler une compensation, une punition. Nous l'appelons justice, mais au fond, c'est un désir de mesure ou d'excès. Prenons un instant pour sonder ce puits de jugement qui réside en chacun de nous. Imaginons l'impensable. Un homme commet l'irréparable, le meurtre de 10 innocents, puis meurt à son tour. Si un système de réincarnation existait, si l'on nous demandait de statuer sur sa prochaine existence, quel serait notre verdict ? La majorité, sans doute, réclamerait l'équivalence, 10 vies pour 10 vies. Non pas la mort, mais 10 existences tièdes, teintées de malheur, de regrets amers, où le coupable s'inclinerait enfin devant le poids de ses actes. 10 cycles de pénitence.
Notre justice, à ce moment-là, serait mesurée, mais déjà terriblement exigeante. Nous penserions avoir atteint l'équité. Mais qui réellement peut concevoir l'ampleur d'une seule vie de malheur absolu? Qui pourrait témoigner de la souffrance de 10 existences entières, sans répit? Nous statuons sur l'éternité avec la légèreté d'un instant, car la réalité de cette peine nous est, heureusement, inaccessible. C'est là que la fiction de Black Mirror devient notre miroir le plus cruel. Dans l'épisode White Christmas, cette soif de justice non mesurée prend une forme terrifiante, celle de la technologie. Joe Potter, ou plutôt sa copie de conscience, son cookie, a été condamné. Et l'instrument de sa peine n'est pas un juge solennel, mais un policier, un homme lambda, un de nos semblables. Il n'exprime aucune haine personnelle. Il agit par délégation, par consensus, par ce besoin inconscient de punir au-delà de la raison. L'officier se pencha sur la console, décida de la peine avec une indifférence routinière. La sentence tomba. Accélération de la conscience à 1000 ans par minute. Et pour ajouter à la cruauté, il choisit d'encadrer cette peine d'éternité par le symbole le plus sacré de la bienveillance, la journée de Noël. En un jour, en 24 heures, le cookie de Joe allait vivre l'équivalent de 1 440 000 années. En termes de réincarnation, si nous prenons une vie à 100 ans, cela représente plus de 14 400 vies de souffrance, toutes concentrées dans une seule journée. Ce geste fut accompli non seulement sans sourciller, mais presque avec un sourire complice, après un échange de regards avec un collègue. Le caractère émotionnel l'emporta sur le rationnel. Notre soif de justice, notre besoin d'équivalence, ne fut pas satisfait par la punition réelle, l'emprisonnement du vrai Joe. Elle exigea un sacrifice supplémentaire, une vengeance démesurée sur un simple fichier numérique. Nous voyons dans cet officier notre propre reflet. Nous demandons un seul œil pour un œil, mais dès que le pouvoir nous est donné, le pouvoir de ne pas être vu, de ne pas être tenu responsable, nous exigeons l'annihilation complète, la damnation infinie. Nous voulons que l'autre souffre jusqu'à l'effacement. Et l'ironie est que Matt Trent, l'artisan de cette souffrance, fut condamné à une peine similaire, l'isolement, le flou de l'être aimé, la solitude sans contact. White Christmas ne dénonce pas la technologie. Il dénonce ce que la technologie permet à notre nature la plus sombre d'exprimer. Il nous rappelle que notre notion de justice est intrinsèquement humaine, c'est-à-dire faillible, disproportionnée, et qu'elle se nourrit moins de l'équité que de l'émotion brute, de la vengeance déguisée. Le pire des juges n'est pas le système, mais le cœur humain, lorsqu'il détient un pouvoir illimité sur l'âme de l'autre. Et ce verdict de 1 440 000 ans, infligé un jour de Noël, est le symbole glacial de notre incapacité à mesurer la miséricorde. La vraie tragédie, c'est que même dans le monde numérique, la justice de l'homme reste la plus inhumaine des sentences.